Bonjour à tous, merci de m'accueillir. Mon objectif aujourd'hui, c'est de vous faire un petit tour d'horizon de ce qu'il est possible de faire grâce au machine learning, mais sans avoir aucune expertise dans le domaine. Et effectivement, c'est tout à fait possible aujourd'hui et depuis quelques années. Jusqu'à maintenant, c'était un domaine qui était réservé aux experts. Et donc, je vais... Rapide présentation. Donc, je m'appelle Laurent Picard. Vous pouvez me suivre sur Twitter @PicardParis. Je travaille depuis 4 ans presque chez Google Cloud. Et auparavant, j'ai travaillé 17 années dans le domaine du livre numérique. Donc, j'étais un des pionniers, un des premiers dans le monde à travailler sur le domaine. Et j'ai été aussi cofondateur de Bookin, qui est une société française pionnière donc dans le domaine du livre numérique. Et depuis 4 ans, j'ai décidé de me concentrer sur les technologies du cloud parce que, en fait, c'est magique. J'adore cette citation d'Arthur C. Clarke parce qu'elle représente exactement ce pourquoi je me suis engagé dans ce domaine. Les technos du cloud permettent de faire des choses extrêmement rapidement, facilement, alors que c'est quand même de la technologie très compliquée derrière. Et un autre des aspects qui s'est développé énormément grâce au cloud, c'est le machine learning, l'intelligence artificielle. Alors, je vais vous parler de magie, mais en fait, ce n'est que de la technologie qui est aujourd'hui accessible à tous. Ok, alors ma définition du machine learning, qu'est-ce que c'est le machine learning? C'est ma définition propre. Vous avez en entrée des données et vous souhaitez comprendre ce qu'il y a dans vos données, donc vous souhaitez en extraire de l'information. Ok. Alors, c'est pas tout à fait la bonne définition du machine learning. Le machine learning, en fait, c'est un sous-ensemble de l'intelligence artificielle. Et au sein du machine learning, il y a encore un autre sous-ensemble qui s'appelle le deep learning, qui est basé sur des réseaux neuronaux. Et c'est essentiellement grâce à ce domaine que l'intelligence artificielle a énormément progressé ces dernières années. J'utiliserai d'une façon générique le terme de machine learning puisqu'il est également correct, mais sachez que quand on parle de réseaux neuronaux, on parle en fait de deep learning. Comment le deep learning fonctionne? Donc en fait, il y a une quarantaine d'années, des experts ont essayé d'imiter la façon dont on pense que notre cerveau fonctionne. A priori, ça semble fonctionner. Pour ça, on utilise beaucoup d'exemples. On a besoin d'exemples. Et si vous y pensez, c'est essentiellement la façon dont on apprend. Quand on est petit, mais encore aujourd'hui, on apprend à partir d'exemples, on voit comment les choses sont faites et on essaye de les reproduire. Et la magie, c'est grâce à ça, on arrive à résoudre des problèmes et notamment des problèmes qu'on n'arrivait pas auparavant à résoudre grâce à des algorithmes, aussi complexes soient-ils. Alors, pourquoi c'est possible aujourd'hui? L'intelligence artificielle, ça fait plus de 70 ans que des chercheurs travaillent dans le domaine et plus d'une quarantaine d'années dans le machine learning. Alors, donc, en fait, c'est possible parce qu'on hérite bien sûr de centaines, de décennies, voire de milliers d'années dans le domaine mathématique, de dizaines d'années de théorie autour des réseaux neuronaux. Depuis une bonne vingtaine d'années, on hérite de tout ce qui est big data, donc on est capable de traiter des grosses masses de données et on a des gros espaces de stockage. Et depuis une bonne dizaine d'années, on a une très très grosse puissance de calcul. Et ce sont ces 3 facteurs qui font que le machine learning aujourd'hui nous permet de résoudre des problèmes. Et donc vous voyez, il y a 10 ans, on était toujours limité, on était coincé. Si on prend un peu de recul, donc comment on peut, si on souhaite développer une solution aujourd'hui, une solution plus intelligente ou avec des fonctionnalités intelligentes, comment on peut faire? Donc, soit vous développez de l'expertise, donc vous êtes par exemple data scientist ou vous avez appris à construire des réseaux neuronaux, ça c'est tout à fait possible, mais c'est une denrée rare, c'est-à-dire que si vous montez de votre startup aujourd'hui, peut-être que vous n'aurez pas un data scientist dans votre équipe parce que ça court pas les rues. Et même si toutes les écoles ne faisaient que du machine learning, toutes les écoles d'ingénieurs ou les écoles de développement, eh bien ce serait toujours insuffisant pour répondre à la demande. De l'autre côté, si vous êtes développeur, en fait, vous pouvez d'ores et déjà utiliser des modèles de machine learning qui ont été pré-entraînés et qui sont prêts à l'emploi. Donc, ce que nous, on appelle des API de machine learning, les ML APIs. Okay, donc, ce sont des modèles prêts à l'emploi. Et entre ces deux champs, en fait, il y a des nouvelles techniques qu'on appelle AutoML et le terme s'est imposé. Donc, il y a pas mal de sociétés qui travaillent dans le domaine de AutoML. Et grâce à AutoML, vous pouvez construire des modèles personnalisés qui vont résoudre vos propres problèmes.
D'accord. Et mon objectif dans cette présentation, c'est de vous montrer cette petite brique, ces petites briques de construction, de vous montrer comment vous pouvez peut-être utiliser une de ces briques et l'intégrer à votre solution et rendre votre solution plus intelligente. Ok, je vais essayer de faire un tour d'horizon le plus. Alors, j'ai pas beaucoup de temps, donc on va aller assez vite, mais je vais essayer d'illustrer ça par le maximum d'exemples pour que vous puissiez retenir visuellement des exemples. Alors, on commence avec les API de machine learning, donc des modèles pré-entraînés que vous pouvez utiliser directement. Si vous vous souvenez de ma définition, vous avez des données en entrée, et ces données, ça peut être du texte, des images, de la vidéo et même de la voix. Et en sortie, vous extrayez l'information. Et parfois, donc vous comprenez ce qu'il y a dans vos données d'entrée, et parfois cette information, mais c'est une autre forme de vos données d'entrée plus intelligible pour votre solution. OK? Alors je commence toujours avec le modèle vision, donc ce qui est un grand champ qui s'appelle computer vision, la vision des ordinateurs. Le machine learning a révolutionné ça. Moi, j'étais étudiant dans les années 90. Et dans les années 90, pour résoudre ce problème-là, la façon qu'on avait, c'était d'utiliser des fils de convolution et d'essayer de détourer les objets, d'essayer de comprendre quelles étaient les frontières des objets, notamment grâce aux différences de contraste, et grâce à ça, d'essayer d'en déduire quels étaient les objets dans une image. Donc ça, c'est typiquement ce que moi, je faisais dans les années 90 quand j'étais étudiant. Et ça marchotait, on arrivait à en déduire certaines choses, et puis dès qu'on utilisait une nouvelle image, ça ne marchait plus du tout, c'était la catastrophe, c'était extrêmement frustrant. Le machine learning résout ce problème désormais. Si vous donnez une image à un modèle vision, il va vous la décrire avec des labels. Donc là, cette image parle de nature, de fleurs, de jardin. Tout est correct. Là, vous voyez la réponse qui m'est fournie par le modèle. J'ai un indice de confiance, là, à 95%. C'est une image qui parle de nature. C'est parfait. Plus précisément, un modèle vision est capable aussi de faire des rapprochements entre des images. Et là, c'est la même image que j'ai fortement modifiée. Et là, il arrive quand même à reconnaître que cette image vient est dérivée ou ressemble fortement à une autre image qui est sur le web. Et il me dit que probablement cette image vient de Nouvelle-Zélande, à Hobbiton. C'est là où la trilogie du Seigneur des Anneaux a été tournée. Et c'est correct, cette image vient bien de cet endroit-là. Encore plus précisément, un modèle vision est capable de reconnaître des personnes ou des objets au sein d'une image. Et il est capable de vous donner leur localisation. Donc ça c'est, moi, ça me bluffe encore que ça marche aussi bien désormais. C'est quelque chose d'assez compliqué, qui était très, très compliqué à faire auparavant. Donc là, dans cette image, eh bien, ça m'explique qu'il y a des personnes ici, vous voyez les grands rectangles, même une personne dans le fond. C'est même capable de me dire qu'ici, il y a un pantalon et ici, un haut. Et même ici un lustre. Voilà. Donc ça marche extrêmement bien et vous voyez comme toujours un indice de confiance qui me permet aussi de filtrer les résultats. Ok. Encore plus précisément, s'il y a des visages dans l'image, eh bien un modèle vision est capable de les détecter et de vous donner leur localisation et même de vous dire où sont situés les yeux, le nez, la bouche, etc. Et au-delà de ça, un modèle vision est capable de reconnaître des émotions génériques. Donc là, par exemple, le résultat que j'obtiens, c'est que probablement ce visage est en colère. Et c'est vrai, c'est Gollum, et Gollum est tout le temps en colère. Je peux avoir, j'ai la position même en 3D de la tête et des yeux, etc. J'ai d'autres caractéristiques. Un autre champ qui a totalement été révolutionné grâce au machine learning, c'est l'OCR, donc la reconnaissance de texte au sein d'une image. Ça, c'est quelque chose qu'on faisait avec des algorithmes auparavant. On essaie de reconnaître caractère par caractère. Le machine learning va un cran au-dessus. Et on peut dire que c'est un problème qui est résolu aujourd'hui. Et voilà ce que me donne le modèle vision. Donc ça, c'est une copie d'écran d'une fiche de texte, bien sûr. Et donc, le modèle vision me donne les différents blocs. Vous voyez, donc les paragraphes, on peut dire, les différentes phrases, les différents mots et les différents symboles. Donc, j'ai absolument tous les niveaux du texte qui est trouvé. Et c'est 100% correct. Il n'y a aucune erreur. Donc, ce qui est intéressant, un modèle de machine learning a au moins les mêmes limites qu'un modèle humain, que notre cerveau. Donc, il peut faire des erreurs. Il est en général jamais parfait. Donc, c'est intéressant de voir la limite des modèles de machine learning. Donc là, par exemple, j'ai appliqué un effet de perspective à ce screenshot. Et le modèle arrive toujours à trouver exactement le texte. Donc, il n'y a pas d'erreur. Peut-être la seule différence ici, c'est, oui, il y a une petite erreur, c'est que les guillemets ici qui sont en fin de l'effet 3D, bon, ils ont été reconnus comme une apostrophe, c'est tout.
mais tout le reste est parfaitement correct. Donc, le niveau d'après, c'est la reconnaissance d'écriture manuscrite et qui fonctionne déjà depuis quelques années, qui fonctionne très bien, qui évolue en permanence. Donc là, ça, c'est un manuscrit de Tolkien. Bon, il a une écriture plutôt sympa. Je pense que si on donnait une ordonnance d'un médecin old school qui écrit encore à la main et qui, en général, n'arrive pas à se relire, probablement que le modèle n'arriverait pas à déchiffrer le médecin, tout comme nous, on n'y arrive pas. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est que ça fonctionne très bien. Ça fait une erreur ici. Il y a une lettre qui est mal reconnue, parce qu'il n'y a pas d'analyse syntactique, hein, c'est vraiment de l'analyse contextuelle avec l'alphabet latin ici, mais ça fonctionne aussi avec les autres alphabets, en vertical pour les langues asiatiques, etc. Et donc là, pour chipoter, peut-être ce que je préférais, c'est qu'ils me disent qu'il y a un seul bloc pour le titre, mais sinon le reste est quand même quasi parfait. Et sachez que ça évolue en permanence, puisqu'un modèle de machine learning apprend à partir d'exemples. Et donc ça, par exemple, il y a l'année dernière, ça faisait 2 erreurs de plus qui ont disparu. Que le modèle, voilà. Donc le modèle s'améliore avec le temps et converge normalement vers la qualité humaine, ce qui est capable de faire un être humain. Et enfin, si vous vous souvenez, je vous ai dit que c'était capable de faire du rapprochement d'images. Eh bien, comme ça fait 20 ans qu'on crawl, qu'on parcourt le web en permanence et en temps réel, on est capable d'analyser ce qu'il y a dans des pages web. En fait, on a une base, on a un knowledge graph, donc un graphe de connaissances qui est énorme. Je connais même pas sa taille, qui évolue en permanence. Et on est donc capable, grâce à un modèle vision, de vous dire si on reconnaît des entités, donc des personnes ou des choses célèbres, au sein d'une image. Et ici, c'est une image unique que j'avais jamais vue, que j'ai retrouvée dans un journal espagnol. C'est une image de Tolkien qui a été interviewée, qui est le long d'un arbre. Et en modifiant l'image, en la recadrant, eh bien, le modèle vision est quand même capable de la reconnaître et de me dire que probablement cette image parle de Tolkien. Et il arrive même à me dire d'où vient l'image. Il me donne aussi des images similaires, donc de personnes qui sont dans une forêt ou de personnes qui sont adossées à un arbre. Ça, c'est extrêmement bluffant. Et pour un développeur aussi, ce que j'obtiens un identifiant unique qui décrit Tolkien, le père, pas le fils. Le fils a lui-même son propre identifiant. Et donc ça veut dire que je peux utiliser un identifiant pour identifier de façon unique Tolkien, quel que soit le médium que j'utilise. OK ? Alors, tout ça, ce sont des API que vous pouvez utiliser en faisant des requêtes sur le web. Mais vous pouvez aussi utiliser votre langage de programmation préféré. Donc là, moi, le mien, depuis quelques années, je me concentre sur le langage Python. Donc ça, ce sont quelques lignes de Python qui vous permettent de créer une interface avec l'API, de fournir l'image, d'appeler ce qui vous intéresse, ici Face Detection, et en un instant, enfin autour d'une seconde, là sur une image, ça dépend un peu de la taille de l'image, vous obtenez les résultats que vous pouvez exploiter tout de suite. Donc là, par exemple, ça va vous dire, voici les visages qui ont été détectés dans l'image et voici les émotions qui ont été reconnues avec les indices de confiance, etc. Donc vous voyez, avec très très peu de lignes, vous pouvez très rapidement développer des prototypes. OK ? On fera une démo tous ensemble live, enfin ceux qui sont en live avec moi. Donc là, a priori, on n'est pas beaucoup, mais on fera une démo live un petit peu plus tard dans la deuxième partie. OK ? Donc vous pouvez extrapoler ce que vous avez vu sur un modèle vision à un modèle vidéo. Donc chez nous, ça s'appelle Video Intelligence API. Un modèle vidéo, finalement, arrive à faire quand même des choses que vous avez vues sur des images, mais avec une dimension supplémentaire qui est la dimension temporelle. Et notamment, donc là je vais vous montrer une petite démo, notamment quand vous donnez une vidéo au modèle, il va être capable de vous reconnaître les séquences qui comportent. Vous voyez là par exemple les différentes séquences qui comportent un téléphone mobile, etc., des animaux. Et là je vous ai choisi un petit exemple, je vais chercher, voilà, ici il trouve une séquence où il y a un cheval. Et cette séquence, en fait, elle est assez complexe puisqu'elle démarre d'une vue 3D. Je ne sais pas si vous avez vu. Et en fait, si je regarde la fonctionnalité Object Tracking, le modèle arrive à reconnaître qu'il y a une personne sur un cheval, alors que c'est un modèle 3D, donc c'est assez réaliste. Mais il arrive à le reconnaître également quand c'est une vue en fil de fer. Et il vous propose aussi le suivi de ces objets au sein de la vidéo. Donc non seulement vous connaissez la séquence qui comporte les entités que vous recherchez, mais en plus vous pouvez les suivre au sein de la vidéo. Donc
si vous arrivez à comprendre ce que vous avez dans vos données d'entrée aussi, et là c'est illustré, ça signifie que vous pouvez les indexer et vous pouvez faire des recherches au sein de ces données. D'accord? Alors, si on continue, voilà un petit exemple de quelques lignes de Python pour analyser une vidéo en demandant, par exemple, je veux reconnaître des objets qui sont dans la vidéo. Donc ça, c'est un tutoriel que j'ai écrit. Je vous donnerai les liens à la fin dans le chat et vous aurez tous les liens à la fin. Et notamment, j'ai écrit un petit article qui vous permet de voir comment vous pouvez extraire des animations qui comportent les objets qui sont reconnus. Donc ici, par exemple, une larve d'insecte. Quelques lignes de code suffisent et ces modèles cloud représentent vraiment l'état de l'art de ce qu'il est possible de faire aujourd'hui. OK. Donc, on a vu tout ce qui était possible de faire sur la majeure partie de ce que vous pouvez faire sur des images et sur des vidéos. Mais en fait, à partir du moment où les experts ont eu des ordinateurs, ils ont commencé à travailler sur du texte. Et donc, c'est un champ énorme qui s'appelle NLP, Natural Language Processing, donc le traitement de la langue naturelle. Et encore une fois, le machine learning, c'est ce qui a apporté un saut qualitatif et qui a permis de résoudre quasiment totalement ce problème. Donc, si vous donnez du texte, ça peut être un corpus entier, des chapitres ou ne serait-ce que des phrases, à un modèle NL. Le modèle de traitement du langage est capable de vous donner la syntaxe. Donc là, par exemple, sur cette phrase qui parle de Tolkien, ça me dit que c'est une phrase en anglais et j'obtiens la syntaxe exacte. Donc moi, ces 20 dernières années, j'ai croisé des sociétés qui travaillaient sur le domaine avec des linguistes, ils avaient fabriqué à la main des modèles et les modèles n'arrivaient pas à faire ça. C'est-à-dire, par exemple, il n'y avait pas la ponctuation, il n'y avait pas les lemmes. Les lemmes, c'est génial, c'est la forme canonique des mots. Donc, ça veut dire que je peux travailler sur la forme infinitive des verbes, je peux retirer les pluriels, etc., etc. Et donc là, j'ai la structure, la syntaxe exacte de ma phrase et la relation entre les différentes entités. Et ça marche bien sûr, je vous montre que des exemples en anglais, mais ça marche bien sûr en français et dans des dizaines, voire des fois plus d'une centaine d'autres langues. Okay. Sur cette même phrase, et exactement c'est le pendant de l'image, ça peut détecter des entités. Or ici, les entités, on les map sur des classes, puisque des entités, il y en a énormément. Donc en rouge, j'ai des personnes. Donc Tolkien est reconnu comme une personne. Et là, magie, Tolkien est non seulement reconnu comme une personne, mais j'obtiens le même identifiant que Tolkien auparavant dans l'image. Donc ça signifie vraiment que je peux utiliser cet identifiant pour reconnaître Tolkien, ne serait-ce dans une vidéo, dans une image ou dans du texte. British, là, est mappé sur une localisation, sur le Royaume-Uni, et les 3 livres, à la fin, sont chacun bien reconnus comme des œuvres d'art. J'ai même un lien vers la fiche Wikipédia de chacun d'entre eux. Donc, moyen mnémotechnique, une entité web, en général, elle a une fiche Wikipédia. OK. Vous pouvez également demander à classifier le texte automatiquement. Et donc, si je donne cette phrase au modèle NL, il me dit que je devrais la classer à 97% sous livre et littérature. Et c'est parfait, c'est exactement ça. Bien sûr, j'ai d'autres propositions avec des indices de confiance moindres. Ça, c'est utilisé par des organes de presse qui ont numérisé leurs archives et qui souhaitent pouvoir faire des recherches, soit sur des mots, bien sûr, donc là, l'OCR est intéressant, mais ils ont aussi envie de pouvoir classer les articles dans différentes familles. Et donc là, typiquement, c'est cette fonctionnalité qui est très utile. Et enfin, le pendant de la reconnaissance de sentiments sur des images, ici, c'est de l'analyse de sentiments dans du texte, et on est capable de reconnaître si on parle plus ou moins positivement ou négativement d'une entité ou même dans une phrase ou dans un paragraphe, est-ce que le paragraphe ou la phrase est plus ou moins positive. Et la façon dont ça fonctionne, donc là, pour illustrer ça, j'ai pris 2 critiques du Hobbit, une du New York Times du siècle dernier et une plus récente de Pauline qui a détesté le Hobbit, qui vient d'un réseau social. Et donc, ce que j'obtiens pour chaque phrase, j'obtiens un score entre -1 et +1. Et les scores négatifs viennent bien de la critique de Pauline. Les scores positifs viennent bien de la critique du New York Times, qui avait vraiment aimé le Hobbit. Et bien sûr, j'ai aussi un grand nombre de phrases neutres, parce qu'en général, en moyenne, on est plutôt neutre. Les limites de ce modèle-là, par exemple, c'est le sarcasme. Moi, je sais que mes enfants, quand ils étaient jeunes, avaient du mal. On a nous-mêmes, ne serait-ce que sur des phrases brutes comme ça, sans le contexte, on a beaucoup de mal à repérer le second degré ou à le comprendre. On peut se tromper, donc on peut comprendre l'inverse. Voilà. Donc ça, c'est la limite d'un modèle NL aujourd'hui. Mais sachez que si vous donnez le paragraphe entier, comme il a
enfin, ou si vous donnez le texte qui permet de mieux comprendre, le modèle donnera une analyse encore plus fine. Et ça, c'est le machine learning qui permet de faire ça. Auparavant, les algorithmes n'y arrivaient pas, les algorithmes développés par des ingénieurs. OK. Voici les quelques lignes qui permettent, ça c'est un autre tutoriel que j'ai écrit, qui permettent d'analyser du texte. Et donc là, en l'occurrence, de comprendre si on parle positivement ou négativement des différents blocs de texte fournis. Ça, c'est utilisé par des sociétés pour comprendre si on parle positivement ou négativement d'eux. Donc, par exemple, ils analysent les réseaux sociaux. Et même, je connais une société qui analyse les emails qu'elle reçoit au sein de son service client. Et elle traite même les emails négatifs en priorité le matin. Donc ça, c'est assez intéressant parce qu'en fait, ils sont très, très efficaces. Ils traitent en priorité les problèmes. Les gens qui écrivent de façon négative, ben, en fait, c'est ceux, a priori, pour qui il faut réagir le plus vite possible. Et les emails positifs, bah, ça peut attendre quelques heures, voire l'après-midi pour les lire et éventuellement y répondre. En général, ça n'appelle pas une réponse immédiate. Voilà. Donc ça permet de savoir finalement, d'avoir des informations assez intéressantes et même d'essayer de suivre des tendances pour améliorer vos produits, vos solutions, vos services. OK ? Autre modèle qui traite du texte, et là je pense que j'en mets ma main à couper, vous l'avez tous utilisé une fois, c'est Google Translate, disponible sous forme d'API. Donc là, ça fonctionne bien sûr sur du texte ou du HTML, et c'est capable de vous traduire ce texte-là de façon très très bonne. Et là, c'est grâce à un modèle de machine learning. Ce que je peux partager avec vous, puisque j'utilisais Google Translate il y a très longtemps, et il s'est passé quelque chose. Donc je travaillais pas pour Google en 2016. Et en revanche, j'utilisais déjà Google Translate, et il s'est passé quelque chose en 2016 en tant que simple utilisateur. Du jour au lendemain, la qualité des résultats s'est notablement améliorée. Et ce que je faisais, c'est que je traduisais des documents du japonais ou du chinois vers le français. Et j'ai eu l'explication, c'est que les équipes de Google sont passées d'un modèle qui était essentiellement statistique à un modèle de machine learning. OK. Voici les quelques lignes. Il n'y a besoin que de 2 lignes ici. Je crée un client et j'appelle Translate pour traduire mon bloc de texte. OK. Et enfin, les 2 derniers modèles traitent de la voix dans les 2 sens. La première brique de base qui a permis aux assistants personnels de se développer, c'est le speech to text. Donc, vous avez une voix en entrée et vous la retranscrivez en texte. Ça fonctionne et c'est robuste au bruit. Puisqu'en fait, ça apprend grâce à des vrais échantillons de la vie réelle. Or, il y a du bruit. Là, quand je parle, s'il y a une ambulance qui passe, il va y avoir du bruit dans mon flux audio. Et la magie, en fait, d'apprendre sur des vrais exemples, c'est que là, vous pouvez parler à un assistant malgré le bruit, et l'assistant va réussir à retranscrire votre voix sous forme textuelle. Et bien sûr, si vous êtes capable d'avoir le flux texte de votre flux audio, eh bien, vous avez même la position exacte de chacun des mots, et donc vous êtes capable d'indexer. Ça peut être utile si vous avez des retranscriptions audio. Je sais pas, dans des hôpitaux, vous pouvez faire certains enregistrements parfois. Vous pouvez retranscrire, voire simplement indexer pour retrouver des passages audio qui vous intéressent. OK. Voici les quelques lignes. Ça, c'est un autre tutoriel que j'ai écrit où je me suis enregistré en train de réciter Maître Corbeau sur un arbre perché, et ça réussit à retranscrire ma voix à 93%. Ça fonctionne très, très bien. L'inverse, le text-to-speech, ça, c'est quelque chose, si vous vous souvenez, j'étais pionnier du livre électronique. C'est quelque chose que j'avais utilisé en 2000. J'étais super fier. On avait lancé la mise à jour, personne n'avait utilisé notre fonctionnalité, parce qu'en fait, à l'époque, c'était une voix robotique qui vous lisait le livre à voix haute. Désormais, grâce à WaveNet et DeepMind, donc ça, c'est une équipe de Google Brain qui ne fait que de l'intelligence artificielle, on a des voix qui sont très, très proches, qu'il est difficile de différencier des voix humaines. Je vais peut-être vous faire une petite démo très rapide. Vas-y, tu peux nous faire des démos. Hein. C'est bon ? Tu me dis que tu vois pas beaucoup de gens, mais en fait, tu es dans le backstage quelque part, puisque tout est retranscrit sur un live de streaming. 200 personnes te regardent. D'accord. Ben, c'est pour ça. Combien de temps me reste-t-il ? Excuse-moi, il te reste encore 5 minutes là. Ok. Je vais plutôt faire la démo avec tout le monde alors.
Je vais accélérer parce que j'ai passé pas mal de temps. Voici les quelques lignes de code Python si vous souhaitez générer des voix et par exemple dire quelle est la température à Sydney avec l'accent australien, avec l'accent britannique, avec l'accent indien, anglais indien et bien sûr en américain. Ça marche aussi en français, en français canadien et dans des dizaines d'autres langues. Ok. La deuxième grande partie et qui est extrêmement importante et surtout dans le domaine médical où très souvent vous avez des spécificités propres au métier, ne serait-ce qu'un vocabulaire ou un champ lexical propre. Eh bien, AutoML va vous permettre de résoudre sur la base de ces modèles qui existent vos propres problèmes. Alors pour illustrer ça, comment ça fonctionne en utilisant le modèle Vision, si je donne ces deux images au modèle Vision, il va me donner à peu près les mêmes résultats puisque ce sont essentiellement des nuages dans un ciel, d'accord? Donc là, j'obtiens quasiment les mêmes résultats, mais c'est normal. En revanche, si je souhaite fabriquer une application météo qui, sachant que j'ai un Cirrus en haut et un Altuo Cumulus en bas, ben, je peux peut-être faire des prédictions avec des heuristiques venant de gens de la campagne qui savent comment analyser la forme des nuages. Eh bien, je suis coincé. Eh bien, AutoML va vous permet dans ce cas-là de développer votre propre modèle. Cette fois-ci, il y a un petit peu plus de travail à fournir. Il faut fournir un jeu de données. Donc, ce qu'on appelle en anglais un dataset, un jeu de données. Là, vous avez besoin de fournir des images ou du texte ou des vidéos ou autres. Et vous pouvez, en utilisant la technique AutoML, lancer un entraînement automatisé. Vous avez juste à dire quels sont les résultats que vous attendez, les bons résultats que vous attendez. Et là, le AutoML va automatiquement lancer un entraînement et vous fournir un modèle à l'arrivée. Vous avez le choix entre deux types de modèles. Un modèle cloud, qui est donc l'état de l'art, qui va fournir la meilleure qualité possible. Et donc, voilà, vous allez pouvoir, de façon synchrone ou asynchrone, faire des prédictions ou faire des analyses dans le cloud. Mais vous pouvez aussi lancer l'entraînement d'un modèle Edge. Un modèle Edge, c'est un modèle que vous pouvez exporter. Et donc, une fois qu'il est exporté, ça veut signifier que vous pouvez l'intégrer à une application mobile, vous pouvez l'intégrer à un container. Et donc, par exemple, sur une chaîne de fabrication, ça signifie que vous pouvez faire ça en offline. Donc, vous pouvez faire tourner ça sans aucune connectivité. Et vous pouvez même faire tourner ça dans une page web. Donc, si je continue sur mon illustration, pour faire un modèle de reconnaissance de forme de nuage, j'ai juste à fournir des images. Donc là, par exemple, 200 images d'altocumulus, etc., à peu près entre 100 et 200 pour chaque image. Donc, je donne un label à chaque image. Je lance l'entraînement. Donc, souvent, c'est itératif parce qu'on est des êtres humains, on fait des erreurs dans le dataset. Donc, c'est pour ça que là, j'ai deux entraînements. J'en ai fait un premier cours qui m'a permis de détecter 2-3 erreurs et j'ai relancé un entraînement. Et mon deuxième entraînement est très, très bon. J'ai plus de 90% de précision. Il est très, très bon en général, sauf pour l'altocumulus où une fois sur deux, ça ne marche pas. Et ce qui se passe, c'est que je n'ai pas suffisamment d'images d'altocumulus et en plus c'est pas assez diversifié. Les images se ressemblent quasiment toutes. Voilà. Donc c'est un art. Créer un dataset, il faut créer un dataset qui soit équilibré. Et une fois que mon modèle est entraîné, je peux l'utiliser comme bon me semble et donc lui fournir des images qu'il n'a jamais vues ou des données qu'il n'a jamais vues. Ça, c'est une image qui vient de mon appareil photo qui n'a pas servi à l'entraînement. Et là, il me prédit qu'il y a des cumulus dans l'image à 97% et c'est parfait. D'accord. Et donc, si vous vous souvenez de ma définition, aujourd'hui, AutoML fonctionne à partir de textes, d'images, de vidéos et même de données structurées. Donc, par exemple, une base de données, ce sont des données structurées. Et vous pouvez faire de la classification personnalisée, de la détection personnalisée d'objets. Même dans des vidéos, vous pouvez suivre les différents objets. Et pareil, imaginez que vous souhaitiez faire des traductions de documents médicaux. Et là, le modèle générique ne fonctionne pas suffisamment bien parce que vous avez des termes très, très précis. Vous pouvez faire de la traduction personnalisée ou de l'analyse personnalisée dans votre domaine métier. OK ? Voici un petit résumé de ce qui est possible aujourd'hui. Ce n'est que le début de faire avec les techniques AutoML. OK. Et donc, on va faire une petite démo tous ensemble. On va utiliser le modèle Vision. Vous allez pouvoir m'envoyer des selfies. Donc, on va utiliser le modèle Vision pour détecter des émotions génériques. Et puis, moi, j'ai fait un petit modèle pour détecter les gens qui me tirent la langue, les gens qui bâillent et les gens qui dorment. Ah oui, donc là, ils ne peuvent pas t'envoyer des selfies puisqu'ils sont en streaming. Alors, effectivement, il faudrait que tu nous dises où les déposer alors. Sinon. Alors, ils sont. Non, mais il y a une petite démo. Ils sont en streaming, il y a un décalage ou pas Est-ce qu'il y a 20 secondes de décalage 20 secondes de décalage. Bon, ils pourront faire la deuxième partie du. En tout cas, je vais vous mettre dans le chat. Non, mais c'est ça. Non, alors, utilisez le QR code pour vous connecter.
Sinon, entrez bit.ly/mllscamp. Et sinon, Sébastien, si peut-être que tu peux faire avec moi le test. Je peux envoyer voilà. un petit message. Mais sinon, si tu peux te connecter avec ton téléphone au QR code. Alors attends, moi je vais le taper sur mon ordi. Moi je suis ok, bit.ly /mllscamp. mllscamp. J'y suis. C'est bon? Ouais. Voilà. Et normalement, ça demande d'activer la caméra. Et donc, dans la première partie, essayez de déclencher une des émotions génériques. Donc, par exemple, je vais faire... Il m'a pas pris la bonne caméra, zut. Alors, attends, je recommence. Donc, vous voyez, là, il a bien reconnu que j'étais surpris. Donc, ça, c'est le modèle vision, le modèle que je vous ai montré en premier. Et comme j'ai la position du nez, de la bouche et des yeux, je peux en déduire l'inclinaison du visage. Et puis, je peux placer une petite moustache à tout le monde entre le nez et la bouche. D'accord? Maintenant, je vais activer... excusez-moi. Hop, je vais activer le mode AutoML. Donc, tout le monde en streaming sera probablement en mode AutoML. Et donc, cette fois-ci, vous allez utiliser mon modèle à moi, AutoML Vision, qui n'est pas très utile, mais qui fonctionne très très bien. Et donc, essayez de me tirer la langue, de bâiller ou de dormir. N'hésitez pas à me tirer la langue, il n'y a pas de souci. Et donc là, vous voyez, cette fois-ci, la moustache aura les couleurs du drapeau français, aléatoirement. Et donc là, ça reconnaît bien que je tire la langue. Si j'essaye de bâiller, ça... Vous voyez, ça reconnaît bien que je bâille. Là, ça doit être à plus de 90%, donc ça fonctionne extrêmement bien. En revanche, on pourrait dire que je triche, puisque ce modèle a été entraîné avec des photos de moi, donc c'est vrai. Et l'objectif de cette démo, c'est de voir avec vous les résultats. Ah, il y a pas mal de gens qui nous ont reçus, qui nous ont déjà rejoints. Donc, vous voyez, les participants heureux. Merci à vous de nous avoir rejoints, ça fonctionne bien. Surpris, je vais rafraîchir un peu pour voir s'il y en a plus qui nous rejoignent. On a un participant qui est triste, personne en colère, super. Et donc là, vous voyez, mon modèle AutoML arrive à reconnaître les gens qui tirent la langue, les gens qui bâillent. Ah, et là, j'ai un intermédiaire. Donc là, j'ai quelqu'un qui m'a tiré la langue. C'est toi. Alors, Sébastien, tu m'as tiré la langue avec la bouche grande ouverte. Ouais. Et donc, il m'a probablement donné une prédiction à la fois que tu tirais la langue et que tu bâillais, mais la prédiction sur le fait que le score pour bâiller est plus fort. Donc là, on peut dire que c'est une petite erreur parce que visiblement, tu tires plus la langue que tu ne bâilles, mais ça marche quand même pas mal. Donc là, voilà, typiquement, ça, c'est un faux positif. Et si je veux améliorer mon modèle, je pourrais prendre cette photo, si Sébastien m'y autorise, la réinjecter à mon modèle et de dire non, ça, c'est quelqu'un qui tire la langue, c'est pas quelqu'un qui bâille. Et bien sûr, il y a probablement des événements que vous avez où le modèle va vous dire non, je suis pas sûr, je ne sais pas. Les gens qui dorment, super, ça marche bien. Et enfin, si vous vous souvenez, on est aussi capable de détecter des objets. Et donc là, je vois les participants qui ont des lunettes. Et ça marche bien. Et bien sûr, si ça marche, quelle que soit l'orientation de la tête. Donc voilà une petite illustration de ce qui est possible de faire. Et bien sûr, dans le domaine métier, vous pouvez appliquer ça à votre métier, dans votre périmètre métier, pour faire des choses un peu plus utiles que ça. Donc ça, c'est l'architecture. Je vais passer. Peut-être petit point que les gens oublient régulièrement. Donc, les experts appellent les positifs les résultats qui sont retournés par un modèle. D'accord? Ça marche aussi, par exemple, pour un test PCR aujourd'hui. Les résultats qui sont retournés par le test, ce sont les positifs. Et ces positifs, ils peuvent être bons ou mauvais. Et donc, s'ils sont bons, ce sont des vrais positifs. S'ils sont mauvais, ce sont des faux positifs. Et vous avez le pendant pour les résultats qui ne sont pas fournis ou pas détectés, pas prédits par le modèle. Ce sont les négatifs. Et donc, bien sûr, encore une fois, vous avez les vrais et les faux négatifs. Tout ce qui est vrai, ce sont les bons résultats. Et tout ce qui est faux, ce sont les erreurs. Et donc, les faux positifs, ce sont les résultats que vous obtenez, mais que vous n'attendiez pas. Et dans ce cas-là, on parle de qualité ou de précision d'un modèle. Et si ça, c'est important pour vous, vous allez vouloir minimiser les faux positifs. Et donc là, vous avez, par exemple, joué sur le seuil de détection pour plutôt favoriser la qualité du modèle. Et à l'inverse, si vous faites un moteur de recherche et que vous souhaitez fournir le plus de résultats pertinents, vous allez peut-être baisser votre seuil. Et là, cette fois-ci, vous allez vouloir diminuer le nombre de faux négatifs. D'accord?
Voilà. Donc, souvenez-vous, c'est un petit tableau 2x2. Et si vous vous souvenez que les résultats retournés sont des positifs, vous en déduisez tout le reste. D'accord. Alors, j'ai pas le temps là, mais si on soulève le capot, il y a des technos qui sont connus des experts, qui est notamment le transfer learning, qui est de l'apprentissage de transfert. Le transfer learning, finalement, est dérivé d'un modèle existant. Et il y a des couches de réseaux neuronaux supplémentaires qui sont construites à partir de vos données pour construire votre modèle privé. D'accord. Et puis, il y a des technos propres à Google Cloud qui sont le meta-learning. Il y a des papiers de recherche NAS, Neural Architecture Search, si ça vous intéresse. Et également, maintenant, on a des algos qui font mieux que les experts, notamment dans la recherche d'Optima. C'est même disponible sous forme d'une API qui s'appelle Vizier, donc le peaufinage, l'optimisation des hyperparamètres. OK. Le prochain projet sur lequel je travaille, c'est celui-là. Ça, c'est mon bureau. Voilà. Donc ça, c'est ce qui est à côté de mon ordinateur en ce moment même. Et juste pour vous montrer ce que j'ai fait avec AutoML Vision, en fait, j'ai réussi à. Alors, je ne suis pas un expert. Je ne sais pas comment créer un réseau neuronal. J'ai juste sur la base d'images, une centaine d'images. Eh bien, voilà, en mettant une carte électronique que mon modèle n'a jamais vue, je suis capable de détecter des composants électroniques. Et donc ça, c'est une carte d'un livre électronique, d'une liseuse. Et typiquement, si j'avais eu ça il y a quelques années, j'aurais fait de l'analyse qualité sur la chaîne de production. Ça simplifierait la vie énormément. Et ça, c'est utilisé par des fabricants aujourd'hui sur les chaînes de production. Excellent. C'est accessible à tous. Et exactement. Il n'y a pas besoin d'expertise pour développer un tel modèle. Et même là, ce qui est bluffant, là, ça fonctionne dans une page web. C'est-à-dire que ça fonctionne avec une caméra qui est sur mon bureau et le modèle tourne dans une simple page web. Et la qualité est suffisamment bonne pour que ce soit exploitable. Donc, ça signifie qu'une fois que votre modèle est téléchargé et qu'il est dans la page web, ça fonctionne en offline. Vous pouvez le faire tourner n'importe où. Si vous souhaitez développer de l'expertise dans le domaine, c'est bien sûr tout à fait possible. Et là, vous pourrez y passer 20 années de votre vie si vous le souhaitez. Si j'étais dans les années 90, c'est ce que je ferais. Il y a deux écosystèmes qui se sont imposés. TensorFlow, qui est notamment co-développé, enfin qui a été développé à l'origine par Google, qui est énorme, qui s'est imposé, qui est de loin le framework le plus plébiscité sur GitHub. C'est de l'open source à 100%. Et il y en a un autre qui est un peu plus pointu pour les ingénieurs qui s'appelle PyTorch. Voilà. Donc si vous choisissez TensorFlow ou PyTorch, vous ne commettrez pas d'erreur, personne ne pourra vous le reprocher et ça marchera. Et on pourrait faire des conférences pendant des semaines sur le domaine. C'est extrêmement vaste et là, vous allez avoir besoin de vous spécialiser dans des domaines. Merci beaucoup. Petite récap. Ouais, je suis en retard. OK. Je vous donne juste le lien final. Hop, il y a des BD, voilà. Je vous donne le lien final et dans le chat pour Sébastien, je vous donne tous les liens. OK. Voilà, et puis de toute façon, tu restes connecté tout le week-end avec nous. De toute façon, les ingénieurs Google sont là. Alors, je reste connecté. N'hésitez pas à me contacter. Et si vous avez des questions précises, là, vous avez un petit formulaire si vous souhaitez entrer en contact avec moi. Mais mes DM sont ouverts sur Twitter, etc. Super. Donc, n'hésitez pas à entrer en contact avec moi. Merci beaucoup, Laurent. Et puis, c'est vrai que je rebondis sur un des mots que tu as dit, c'est dataset is an art. L'enjeu, ça va être de récolter les bonnes données pour les mettre dans ces moteurs et être capable... parce que finalement, l'intelligence artificielle, ça fait juste que répéter ce que fait l'homme. Hein. On envoie des jeux de données qui disent ça c'est bon, ça c'est pas bon. Et celui qui dit ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça reste un humain. Exactement. Merci beaucoup Laurent, on se croise sur le Gather et on échange par mail, en tout cas pour tous ceux qui sont intéressés par l'intelligence artificielle et implémentés dans leur projet. Voilà, écoute, je te souhaite une bonne fin de soirée et à bientôt. Merci à tous, portez-vous bien. Ciao.